Aujourd'hui, nous allons parler de serveur, mais pas n'importe quel serveur. Du serveur HP ML350 Gen 10, c'est-à-dire que c'est la 10e génération du ML350. On va le sortir du carton, on va montrer également quelques disques, on va montrer une alimentation redondante, la licence ILO qui est absolument indispensable si vous voulez pouvoir administrer vos serveurs à distance. Et donc pour nos clients, c'est effectivement quelque chose d'important qu'on puisse l'administrer à distance. Et puis une petite licence Windows 2019. Ma foi, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là, je pense que le serveur, c'est surtout pour ça que vous êtes ici. Eh bien, c'est parti. À tout de suite. Alors, on se retrouve dans cette vidéo maintenant avec le serveur qui a quitté son carton. Je vous aurais bien montré quand on ouvrait le carton, mais ça a mis en l'air la caméra. Bref, c'était un peu sportif, car le serveur là, il fait quand même 21 kg si je ne m'abuse. Donc 21 kg à manœuvrer avec le carton, c'était un peu compliqué. Donc vu que déjà je vous ai fait une intro un petit peu sportive, je me suis dit qu'on allait se calmer. Voilà. Alors néanmoins, dans le carton, vous aviez bien évidemment le serveur que voilà. Vous avez pas grand-chose. Avant, fut un temps, du temps par exemple d'HP, quand ils ont racheté Compaq ou même du temps de Compaq, vous aviez dans les cartons un clavier, une souris qui vous permettait tout simplement de travailler un petit peu avec le serveur. Il manquait l'écran, mais il y avait le clavier et la souris. Maintenant, ce temps-là est révolu, c'est terminé. La seule chose que vous trouverez dans le carton, ou plutôt que nous trouverons dans le carton, parce que généralement c'est quand même plutôt nous qui les ouvrons, eh bien vous avez un câble étranger et puis un câble avec prise française. Vous avez des notices, si on peut appeler ça des notices. C'est, on va dire, un exemplaire pour les avertissements sécurité, compliance, etc. Voilà, donc c'est très très fin, vous apprendrez rien avec ça. Et puis ici, ça doit être une documentation pour voilà, démarrer, effacer le BIOS, enfin bon, c'est vraiment quelque chose de très très léger. C'est pas comme ça que vous apprendrez à administrer des serveurs HP. Et donc, ces câbles-là vont vous servir à brancher la première alimentation qui est là. Ce qui est dommage, malgré tout, c'est que vous avez un câble d'alimentation avec une prise française, alors que généralement, ces serveurs-là vont aller se connecter sur un onduleur. Bon, c'est ainsi. Peut-être qu'il y a des gens qui branchent un serveur sans onduleur, et dans ce cas-là, ils sont contents, on va dire, d'avoir une prise française au bout. Alors, avant de vous ouvrir le serveur, je vais tout simplement vous parler un petit peu des pièces que je vous ai également sorties du carton pour gagner un petit peu du temps. Alors, vous avez ici un disque SSD de 960 Go qui tout simplement va être membre d'un RAID 5. Il y en a donc 3 qui sont comme ça. Alors, je dis donc, non, il n'y a pas de donc. Un RAID 5, il peut y avoir plus de 3 disques, mais il y en a au moins 3. Donc, dans ce RAID 5, on va avoir 3 disques de 960 Go. C'est-à-dire que, grosso modo, on va avoir 1 Tera8 d'utile, car dans un RAID 5, vous perdez toujours la valeur d'un disque. Donc si vous avez 3 disques, vous en perdez un. Mais comme ça, si un jour vous avez un problème sur cette pile de disques, eh bien un problème, je dis bien, c'est-à-dire un disque qui vous lâche, eh bien vous récupérez l'intégralité de vos données avec les 2 autres disques. Donc c'est une sacrée sécurité qui est indispensable. Alors le RAID 5 a en plus l'intérêt de vous augmenter la capacité tout simplement de stockage. Voilà, je pose le disque ici pour l'instant. Je vous ai également sorti du carton une alimentation supplémentaire. Donc l'alimentation est livrée dans un carton, mais après on a un petit sachet comme ceci. On va la brancher ensemble, plus son câble d'alimentation qui cette fois-ci est bel et bien avec une prise qui va pouvoir se connecter à l'arrière de l'onduleur. Donc ce qui est quand même plutôt sympathique. Et enfin, alors ça je ne vous les installerai pas parce que ça craint beaucoup l'électricité statique et donc j'ai pas totalement envie de casser la barrette mémoire ou en tout cas de la rendre hors d'usage. Donc là c'est la barrette mémoire de 16 Go. C'en est une des 3, il y en a déjà une qui est dedans, il y a 2 autres barrettes mémoire qui vont venir en plus de celle-ci. Donc de 16 Go qui est de la DDR4.
En termes d'ailleurs de barrettes mémoire, je commence à vous donner un petit peu d'infos comme ça au niveau du serveur. Sachez que dans un ML350 Gen 10, vous allez pouvoir mettre 24 barrettes mémoire pour un ensemble maximum de 1 Tera 5. Donc 1 Tera 5 de mémoire. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait 1 Tera 8 de disque en termes de stockage. Là, on a 1 Tera 5 maximum en termes de mémoire vive, ce qui est juste astronomique. Voilà, mais dans certaines situations, il nous les faut. Et enfin, eh bien, la licence de Windows 2019, qui est donc une licence standard. Cette licence est de type ROC, c'est-à-dire que c'est des licences qu'on va vous vendre avec les serveurs. C'est une licence qui est en fait vendue par le biais d'HP, HP ayant un accord avec Microsoft pour vous permettre de bénéficier de ces licences un petit peu moins chères que si vous les achetiez en OEM, c'est-à-dire directement auprès de Microsoft. Voilà. Alors, une licence Windows 2019 serveur, c'était le cas déjà des générations précédentes qui faisaient de la virtualisation, eh bien, ça vous entraîne la possibilité de mettre 2 machines virtuelles au-dessus. C'est-à-dire que nous allons d'abord vous installer un Windows Server Hyper-V dans ce cas-là. En tout cas, on va activer le rôle plus exactement de Windows Hyper-V dans ce serveur. Et puis dessus, grâce aux droits que vous avez avec la licence, on va pouvoir vous installer 2 machines virtuelles en Windows 2019 pour installer par exemple un contrôleur de domaine plus un serveur, je ne sais pas moi, de gestion, de bureau à distance, de ce que vous voulez. En tout cas, ce dont vous aurez le besoin. Et bien, tout ça pour le prix d'une licence, donc ce qui est plutôt sympathique. Vous avez ensuite, bien évidemment, si vous avez besoin de plus de serveurs virtuels, eh bien, la possibilité d'acheter plus de licences Windows. Et à chaque fois, vous avez le droit d'installer 2 serveurs virtuels de plus. Voilà. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer l'intérieur du serveur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être tout simplement jamais vu l'intérieur d'un serveur, quand bien même ils en auraient dans leur entreprise. Ici, c'est très simple. On va appuyer là-dessus, on va tirer ici et on va pouvoir enlever, eh bien, tout simplement le capot du serveur. Mais avant de vous montrer le serveur, je vous dirais déjà, abonnez-vous sur notre chaîne, car comme vous pouvez le voir, vous voyez déjà des choses qui sont peut-être rarement vu sur Internet. En tout cas, vous faire découvrir, comme je vous le fais, un serveur par l'intérieur, ça, je pense que c'est quand même pas très courant. Vous voyez aussi sur notre chaîne, tout simplement, des vidéos sur des PC portables, des vidéos sur des PC fixes, des vidéos sur du matériel de sécurité, comme des firewalls. Vous avez aussi du matériel type sauvegarde, comme les excellentes sauvegardes BIMO. Vous avez enfin tout un tas de logiciels qu'on vous présente tout au long de l'année. Donc voilà, c'est une chaîne, on va dire, pour les informaticiens, en tout cas pour ceux qui aiment l'informatique, mais c'est aussi une chaîne pour les chefs d'entreprise qui ont besoin de prendre des infos, qui ont besoin, pourquoi pas, de trouver un partenaire avec Carpe Diem, vous l'avez trouvé. Et puis, bien évidemment, si vous avez envie de découvrir des choses un petit peu inhabituelles, restez sur notre chaîne, abonnez-vous, vous cliquez sur s'abonner, le petit bandeau qui s'ouvre, la petite cloche, vous connaissez le système. Voilà, alors, sans plus attendre, je vais vous montrer. Déjà, avant de vous montrer l'intérieur du serveur, décidément, c'est du teasing jusqu'au bout. Je vais vous montrer, eh bien, tout simplement, l'autocollant, le très grand autocollant qui est sur le capot, car cet autocollant va nous dire plein de choses. Alors, j'espère que je suis bien positionné. Je vais me le bloquer comme ça. Et comme ça, normalement, avec la caméra, on devrait être assez prêt pour vous montrer tout ça. Alors, qu'est-ce que vous dit cet autocollant? Déjà, il vous montre la carte mère, qui est un peu la pièce maîtresse du serveur. La carte mère, oula, ça descend. La carte mère sur laquelle on va retrouver le processeur qui est déjà monté. Donc, c'est un Xeon Silver 4210, si je ne vous dis pas de sottises. Et puis, si je vous dis de sottises, je vous mettrai de toute façon la bonne référence juste au-dessus de moi. Donc, il y en a déjà un de monté. Vous pouvez y mettre un deuxième processeur. Tout simplement, quand on a besoin de plus de serveurs virtuels, eh ben, on va ajouter un deuxième processeur pour ne pas trop tirer sur un seul processeur. Vous avez juste au-dessus et en dessous les banques mémoire. Donc vous avez 24 banques mémoire, mais toutes ne vont pas pouvoir servir si vous n'avez pas les 2 processeurs de montée. C'est-à-dire que de la première à la 12e banque, ça va être dédié au processeur numéro 1. De la 13e à la 24e banque, ça va être dédié au processeur numéro 2. Ce qui va vous permettre donc d'avoir les 24 banques et les 1 Tera 5 de mémoire. Vous avez ici différents composants, je ne vais pas tous les passer en revue parce que sinon il nous faudrait 2 ou 3 vidéos, mais toujours est-il que vous avez sur l'autocollant ici le descriptif d'un petit peu tout. Alors on voit ici les ports PCI Express qui sont en 8 ou en 16X et vous en avez l'appareil. Ici et ici, tout simplement parce que certains ports PCI Express vont être liés
au fonctionnement du CPU 1 et puis d'autres vont être liés au fonctionnement du CPU 2. Autrement dit, il ne vous servirait que si vous aviez le deuxième CPU. Donc c'est tout un tas de choses comme ça qui sont à savoir dans le monde du serveur. Mais bon, voilà. Carpe Diem Informatique, évidemment, connaît parfaitement toutes ces parties de documentation et on saura vous guider, vous conseiller si vous avez besoin de serveurs vraiment avec de grosses capacités. Vous avez enfin en face avant eh bien, un petit visuel sur les emplacements de disques. Donc, d'origine, vous avez une baie, on va dire, de disques qui est montée. Donc, ce sont des baies disques de 8 berceaux. Donc, on va pouvoir monter 8 disques qui seront soit des disques durs, soit des disques en SSD, j'y arrive, et de techno-contrôleurs avec un contrôleur en fait soit SATA, donc c'est du 6 gigabits seconde, soit en mode SAS, donc là on va jusqu'à 12 gigabits seconde. Le disque que je vous montrerai tout à l'heure, c'est une techno SATA qui est déjà pas mal, hein. On va jusqu'à 6 gigabits seconde, donc c'est quand même déjà très costaud. En fait, tout simplement, quand vous prenez 12 gigabits seconde, c'est que vous avez vraiment des calculs très intensifs à faire. Mais là, c'est pas le cas pour ce serveur. Vous avez enfin deux visuels au niveau des disques. Vous en avez pour les disques 2,5 pouces et les disques 3,5 pouces. Alors, je vous avoue que nous, depuis quand même de nombreuses années, tous les serveurs que nous vendons sont en 2,5 pouces. Là, c'est vraiment pour avoir des serveurs beaucoup moins chers qu'on va partir sur du 3,5. Vous avez enfin l'arrière, mais que je vais vous montrer. De toute façon, je vous montrerai l'avant et l'arrière du serveur avec les petits visuels qui vous expliquent à quoi correspondent les cartes qu'on va voir tout à l'heure ensemble. Voilà, je crois que sans plus attendre, je vais vous montrer l'intérieur du serveur, car sur cet autocollant, il me semble vous avoir tout dit. Puis si j'avais un oubli, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, alors, je vais positionner le petit capot juste là. Vous voyez ce qu'on appelle le air baffle, c'est-à-dire, on va dire, ce qui va conduire l'air, ce qui va forcer l'air à passer par certains endroits pour tout simplement aller refroidir les éléments chauds de votre serveur. Donc on a tout d'abord l'aspiration qui va se faire par ici, par l'avant du boîtier où l'air va être aspiré, et puis cet air va être contraint, va être forcé de passer dans le air baffle qui est là pour justement aller refroidir toutes les pièces chaudes. Alors parmi elles, on va retrouver tout simplement les emplacements CPU qu'on va voir ensemble, et puis on va retrouver les banques mémoire qui peuvent évidemment chauffer quand vous leur demandez beaucoup. Sans plus attendre, je vous l'enlève. Donc pour cela, c'est normalement pas compliqué. Il suffit de tirer un petit peu là-dessus et on enlève l'air baffle. Alors vous voyez, c'est quand même prodigieux ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, car tout simplement, on va faire diminuer la chaleur, les calories qui sont dans votre serveur en optimisant les flux d'air. Donc ici, vous avez les deux derniers ventilateurs qui vont participer, eux, au refoulage, c'est-à-dire qu'ils vont expulser l'air qui arrive dans l'air baffle. Donc c'est vraiment un système qui est ingénieux, on va dire. Voilà. Bon, alors, on va aller découvrir un petit peu plus loin votre serveur, peut-être votre futur serveur. Ici, le deuxième emplacement CPU, comme je vous l'indiquais. Le premier qui est monté de ce côté-ci. Comme vous pouvez peut-être le voir, vous avez les ailettes qui sont dans ce sens-là, tout simplement pour le flux d'air, c'est-à-dire que l'air va passer à l'intérieur et refroidir ainsi le processeur, étant donné qu'il est, on va dire, fanless, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ventilo monté dessus, il n'en a pas besoin avec le passage de l'air. Vous avez ici les banques de mémoire, donc les 12 ici, les 12 ici, encore une fois, les 12 qui sont là servent au CPU 2, les 12 qui sont ici servent au CPU 1. Les emplacements PCI Express que vous retrouvez en haut et en bas, même chose. Vous avez ici la carte RAID, alors je ne vous en ai pas encore parlé, mais évidemment, alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, si je vous ai dit qu'on allait monter un RAID avec les disques 960 Go. Donc, cette carte RAID est une carte, on va dire, ce qu'on appelle une carte fille, c'est-à-dire que c'est une carte qui vient se plugger sur la carte mère qu'on voit donc ici. C'est la carte RAID de chez HP qui est la P408i, si je ne vous dis pas de sottises. Elle intègre 2 Go de mémoire, ce qui est quand même pas mal et suffisant, on va dire, pour la plupart des cas. Tout en sachant que si vous montiez, on va le voir tout à l'heure, l'emplacement des autres baies disques, si vous montiez d'autres baies disques, de toute façon, il vous faudrait tout simplement une autre carte, voire plusieurs cartes RAID selon les usages et selon le nombre de disques, parce que cette carte-là va savoir gérer les 8 premiers disques qui sont là, et après, elle ne saura pas le faire, donc il faudra ajouter des cartes. Bon, bref, de toute façon, encore une fois, on vous conseillerait en ce sens. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous avez ici l'emplacement batterie, car une carte RAID va permettre justement d'écrire un petit peu en mode différé sur les disques,
tout simplement parce qu'elle va répartir les écritures sur les RAID qu'elle va gérer. Et bien là, en cas de coupure de courant, vous perdez tout simplement les dernières données qui étaient en mémoire ou traitées par le CPU. Et bien, grâce à cette petite batterie, vous auriez tout simplement les dernières écritures qui vont venir s'écrire sur les piles de RAID qu'elle va administrer ou gérer. Donc voilà, très très important, mais c'est prévu, donc il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer également l'extraction d'un ventilo. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc je vais vous le montrer ici et là. Je ne sais pas quelle est la caméra qui permettra de le voir. En tout cas de le voir au mieux. Rien de très exceptionnel à travers ce ventilateur, si ce n'est qu'il est extractible à chaud, comme un petit peu tout d'ailleurs hein, dans un serveur de cette catégorie-là. Et ça va vous permettre tout simplement de ne pas arrêter la production. Si un ventilateur venait à être défaillant, on peut l'extraire comme ceci, en mettre un autre. C'est hot plug comme on dit. Et donc vous n'arrêtez pas la production. Voilà, je crois que je vous ai dit un petit peu tout là-dessus. Je vais vous montrer donc la barrette mémoire. Je ne sais même pas si je ne vous l'ai pas déjà montré, mais voilà, la barrette mémoire qui est ici se logerait donc dans une de ces banques-là. En tout cas, pas dans une de ces banques de façon très précise, à un emplacement très précis, parce qu'on peuple tout simplement ces banques dans un ordre bien précis. Il faut avoir une certaine quantité de mémoire si on veut que ça soit optimum. Ça fonctionne malgré tout dans pas mal de cas, mais voilà, il y a des règles qui sont à respecter. Alors, je vais vous montrer maintenant l'arrière du serveur et puis on fera l'avant. Voilà, ça sera pour terminer la vidéo. Alors, je vais peut-être décaler un tout petit peu mes documentations. Voilà, comme ceci, vous aurez le plaisir de me voir et moi aussi à travers cette caméra. Si on pouvait, ça serait bien, mais on ne peut pas. Alors, donc, ici, vous avez eh bien, tout simplement déjà une première alimentation. Alors, ces alimentations s'enlèvent très facilement. De toute façon, dans les serveurs, aujourd'hui, c'est étudié pour que ça soit très facile. Donc, l'alimentation, on l'enlève comme ceci. La voilà. Là, je vous la montre ici. Vous devriez parfaitement la voir. On voit ici les petits contacts qui servent tout simplement d'interconnexion entre le fond de panier et puis l'alimentation. Et je vous propose justement de mettre la deuxième alimentation ensemble. Pour cela, rien de très compliqué. On va enlever le petit cache qui est ici et puis on va aller chercher l'alimentation qui est dans son sac. Hop, là voilà, donc c'est exactement la même, c'est donc des 800 watts. Alors, les deux alimentations vont pouvoir, tout simplement déjà, leur première mission, c'est de se secourir, c'est-à-dire que si une alimentation était en panne, le système passerait dynamiquement, automatiquement, sur l'autre alimentation sans aucune interruption. Donc ça, c'est quand même la première mission. Après, on peut tirer un petit peu sur les deux aussi, qui fait une sorte de load balancing de la charge et qui évite de vieillir trop une alimentation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tout est suivi en fait dans un système qui va nous permettre de manager le serveur à distance. Et d'ailleurs, le système, vous le retrouvez. Alors, il y a plusieurs systèmes. Je ne vais pas tous les évoquer chez HP. On peut faire beaucoup de choses à distance. Mais on peut déjà, à travers sa carte ILO, ou plutôt les fonctionnalités ILO, c'est-à-dire que ça va intégrer une gestion en parallèle de tout le système. C'est-à-dire qu'à travers cette fonctionnalité ILO, nous, on va pouvoir prendre la main sur votre serveur à distance. Donc, en cas de gros plantage, c'est-à-dire que par exemple, le système d'exploitation qui est installé sur ce serveur est complètement planté, on va pouvoir prendre la main à distance, même pourquoi pas réinstaller le système à distance. Pour cela, il faut avoir une licence ILO un petit peu particulière. C'est la licence Advanced, si je ne vous dis pas de sottises, qui nous permet d'avoir, par exemple, la possibilité de monter des systèmes d'exploitation à partir de nos machines vers le serveur et permettre au serveur de démarrer dessus pour une réinstallation. Ça nous permet donc de l'éteindre, de le redémarrer, de voir un petit peu la vie du serveur, par exemple justement les consommations, comme je vous le disais à l'instant, de vos alimentations, mais en fait tous les défauts vont pouvoir être managés de cette façon-là, ou en tout cas les défauts surveillés qu'il n'en ait pas, et s'il y en avait, pouvoir intervenir à distance. Donc une carte ILO sait faire énormément de choses, mais retenez que ça nous permet surtout de prendre la main à distance au niveau de vos serveurs et ainsi de les sécuriser. S'il y en avait le besoin, on peut aller faire des modifications et puis vous dépanner donc. Alors,
qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ici un port DisplayPort qui vient un petit peu, on va dire, donner le change au port VGA qui est juste en dessous. Ce sont tout simplement des ports qui vont vous permettre de brancher des écrans externes. Alors, pourquoi VGA? Ça peut être curieux qu'aujourd'hui on ait du VGA, on a même du RS232, un port série à côté. Bien tout simplement parce que dans certains cas, on arrive dans des baies serveurs qui sont équipés d'écrans KVM, c'est-à-dire que ce sont des écrans qui vont servir pour plusieurs serveurs d'écran. Donc on a un écran que vous tirez comme ça de la baie, vous ouvrez, vous avez ici un clavier, une souris qui est généralement un touchpad, et donc ce système-là va être raccordé à plusieurs serveurs. Souvent, les vieux systèmes KVM sont de type VGA parce que c'est ce qui se faisait encore, et vous voyez, ça se fait toujours d'ailleurs. Donc voilà, le fabricant laisse ce type de port. Bon, c'est vrai que de toute façon, moi je vous dirais que ça fait très longtemps que j'ai pas branché un écran sur un serveur parce qu'on les administre tous via cette fameuse carte ILO ou fonctionnalité ILO dont je vous parlais à l'instant. On retrouve juste en dessous 4 ports réseau, donc c'est des gigabits bien évidemment. On n'a pas de 10 gigabits natifs en tout cas exploitables. Après on peut les mettre en carte supplémentaire, mais là nativement ce sont des cartes gigabits. Donc ces cartes gigabits, on va pouvoir tout faire avec. On va pouvoir faire des trunks, on va pouvoir faire du failover, on va pouvoir assigner une carte par exemple à une machine virtuelle ou une carte à une autre machine virtuelle. Bref, on peut tout faire avec ces cartes. Vous avez ici 2 ports USB 3 et vous avez même 2 ports USB 3 en façade, plus un port USB 2 à l'intérieur. Donc c'est vous dire, il n'en manque pas. Alors pourquoi de l'USB 3? Tout simplement si vous avez des transferts de data à faire, c'est quand même plus confortable d'avoir de l'USB 3 qu'un USB 2 comme on a à l'intérieur, qui sert plus, on va dire, pour des situations un petit peu particulières d'ajout de disques ou de stockage particulier. Bref, je ne rentre pas dans tous les détails. Et donc ici, on va retrouver les 2 espaces pour loger des cartes supplémentaires, que ce soit des cartes RAID, que ce soit une carte vidéo, si vous faites de la virtualisation de ce qu'on appelle du VDI. La virtualisation de postes de travail avec des postes de travail un peu gourmands. Enfin bon, bref, on peut faire plein de choses. Là, c'est une carte vidéo intégrée, je crois, qui a 2 gigas de mémoire. Ça me paraît un peu beaucoup, 2 gigas, mais bon, si c'est une grosse erreur, je vous mettrai ça en haut. Mais bref, c'est pas bien grave de toute façon parce que vous ne ferez pas grand-chose de cette carte. C'est vraiment juste pour avoir un écran si vous n'aviez pas de licence ILO. Mais nous, de toute façon, systématiquement, on en vend à nos clients. Voilà, je crois que je vous ai dit pas mal de choses déjà sur ce serveur. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est le processeur. C'est donc un 4210, ça je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il a une fréquence native qui est de 2,2 GHz. Il monté en mode turbo jusqu'à 3,2 GHz. Il intègre 10 cœurs. Donc, pour la virtualisation, c'est très important le nombre de cœurs. Sachez que de toute façon, je vous ai dit que vous pourriez brancher, ou plutôt insérer un autre CPU. Il vous faudra aussi dans ce cas-là une autre licence Windows parce que les licences Windows aujourd'hui fonctionnent par nombre de cœurs exploités. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo. Donc la carte RAID, je vous en ai déjà parlé, donc c'est la P408i. Vous avez une carte RAID qui va gérer tous les types de RAID couramment utilisés, on va dire. Donc ça va du RAID 0, du RAID 1, du RAID 5, du RAID 10, du RAID 50, du RAID 60, bref, tous les RAID dont vous pourriez avoir le besoin, elle sait les faire. Et puis après, si vraiment vous avez des besoins spécifiques, ça se passera avec l'ajout d'une nouvelle carte RAID. Les ports PCI, je vous en ai parlé, les PCI Express 8 ou 16X que vous avez ici. Le port VGA, donc c'est bien fait. Et puis les 2 alimentations 800 watts qui vont venir donc être des alimentations redondantes dans ce cas précis. Voilà, je vous ai tout dit, il fait 21 kg, ça vous le saviez aussi. Et bien maintenant, on va aller voir la façade et puis je vais vous parler pour finir cette vidéo des cas d'usage. Alors, la façade, on va tourner ça tranquillement. 21 kg, c'est quand même un petit peu costaud, donc on va y aller doucement. Pour ne pas se faire mal non plus. Et je vous positionne le serveur comme ceci. Normalement, vous le verrez assez bien, en tout cas sur cette caméra-là. Alors, on va ouvrir la petite porte qu'on va même enlever pour que ça soit plus pratique. La voilà. Juste là derrière, alors, je ne sais pas si je vous le montre ici, je vais vous le montrer, la montrer ici ou les montrer ici. Vous avez les 2 petites clés qui servent à fermer tout simplement
la porte ici. Alors, c'est une première sécurité, on va dire, qui évite que n'importe qui puisse accéder au disque que vous pourriez avoir ici ou là. Maintenant, voilà, rien ne vaut une porte tout simplement de la pièce dans laquelle sera ce serveur, une porte fermée avec une clé. C'est quand même un peu plus sécure, mais on va dire, voilà, ça peut dissuader un petit peu les curieux. Voilà. Les curieux d'ailleurs, ils n'ont qu'à regarder cette vidéo parce que là, ils voient tout l'intérieur du serveur tel qu'ils ne l'auraient jamais vu s'il était dans la baie. Alors, les emplacements disques, on les voit ici. Donc, ce sont des emplacements 2,5 pouces. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des formules de serveurs avec des emplacements de disques 3,5 pouces. Nous, ça fait des années qu'on n'en vend plus, mais on peut encore trouver des rêves comme ceci. Donc, les 2,5 pouces, il y a tout simplement une densité plus importante qui peut se faire de par la miniaturisation de ces disques. Pour insérer un disque que je vous ai déjà sorti du carton tout à l'heure, c'est très simple. On l'enlève de son sachet. Et puis, vous avez donc le disque qui est là. Alors, je vais vous cacher un petit peu les numéros de série parce qu'on ne sait jamais aujourd'hui. Mais le disque est ici, la connectique qui est juste derrière. Et puis, ma foi, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de ce côté-là le petit bouton qui va nous permettre d'éjecter la petite tirette pour retirer le disque une fois qu'il était inséré dans le serveur. Et puis, juste en dessous, ici, on trouve une petite LED qui va venir s'animer pour vous montrer tout simplement que le disque est en train de travailler et même selon la couleur, vous indiquer que le disque est tout simplement en panne. Voilà, donc visuellement, ça peut être intéressant. Après, il y a plein d'autres façons pour savoir que le disque est en panne à distance. Alors, pour le mettre, c'est très très simple. Il suffit de le mettre comme ceci. On pousse un peu fermement. On appuie sur la petite tirette, voilà, c'est fait, le disque est mis. Donc, c'est vraiment pas dans ce genre d'opération que de toute façon les choses sont complexes. C'est plutôt après, hein, donc quand vous allez administrer le serveur, l'installer, etc. Là, on rentre dans des choses un tout petit peu plus compliquées, mais dans lesquelles on ne rentrera pas dans cette vidéo. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est la petite tirette qui est ici, où là, alors je ne vous la montrerai pas sur la caméra du haut, mais je vous montre juste la petite tirette parce que c'est là où on va retrouver le numéro de série, tout simplement, et le numéro de product number du serveur, qui nous permet de ne pas avoir besoin d'aller à l'arrière ou sur le côté, parce que quand il est monté dans une baie, c'est quand même bien plus pratique. Voilà, alors pour finir, ici ce sont des emplacements qu'on va pouvoir tout simplement enlever, enfin des emplacements qu'on va pouvoir tout simplement peupler d'une baie disque supplémentaire, donc de 2 baies disques supplémentaires, ce qui nous fera un total de 24 disques. Donc là, avec la capacité des disques qu'on a aujourd'hui, ça peut faire plusieurs centaines de téras. Alors, je ne vais pas me lancer dans un calcul parce que là, ça va vraiment dépendre en plus de la génération des disques. Tout simplement aussi pour vous dire qu'un serveur comme ceci, vous allez le garder longtemps. Un serveur HP peut déjà se couvrir par une garantie pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans quand même, vous l'amortissez vraiment bien et pendant 7 ans, il va suivre toute votre évolution, tout ce que vous pourriez faire. J'en profite pour faire une petite allusion au cloud, on en parlait récemment avec l'incendie qu'il y a eu chez OVH. Le cloud, c'est quelque chose de très bien, mais voyez la preuve, des serveurs peuvent encore se vendre dans des entreprises et s'installer dans des entreprises, tout simplement quand on a envie un petit peu de maîtriser justement ses achats. Là, vous savez le coût, tout de suite, vous la voyez, le jour où vous achetez ce serveur-là, vous connaissez son coût, il y a un coût de consommation, bien évidemment, mais vous connaissez le coût. Quand on a un serveur en mode cloud, les coûts peuvent changer, les conditions générales d'utilisation ou de vente peuvent changer, donc c'est quelque chose qui, au fil du temps, tout simplement peut faire varier la facture. Donc ça, c'est une première chose. La liberté malgré tout aussi, c'est-à-dire qu'un jour, si vous voulez arrêter le serveur, vous l'arrêtez. Si vous voulez faire une maintenance dessus, vous faites une maintenance dessus. Donc il y a beaucoup de cas qui peuvent faire tout simplement qu'un client professionnel se dise « Bon, le cloud, c'est très bien, on l'utilise aussi pour certains usages, pour certaines fonctions. » Et puis avoir son informatique, une partie de l'informatique chez soi, dans son entreprise, ça a aussi du sens. Voilà, c'est un petit peu une recette de cuisine. On en prend un petit peu de ci, de là. Et finalement, l'idéal, c'est que ça corresponde à votre usage. Voilà. Donc, beaucoup d'évolutions dans ce serveur. Pour finir, on l'a vu avec les disques que vous pouvez ajouter ici. Donc, ça vous fait un total de 24 disques pour des terras et des terras de stockage. Je vais quand même vous indiquer ce que vous avez là. Donc là, vous avez un emplacement îlot qui peut également se retrouver de ce côté-ci si vous n'aviez pas branché de câble. En tout cas, ça va nous permettre
plus exactement de charger des stockages, enfin bref, de faire différentes choses. Vous avez les deux emplacements USB 3 en façade. Ici, c'est l'UID, c'est un petit peu particulier. C'est si vous voulez, par exemple, faire repérer un serveur. Nous, par exemple, chez les clients qui ont plusieurs serveurs dans leur baie, et on leur dit, bah voilà, c'est tel serveur qui est en panne, c'est tel serveur qui a un disque à changer, eh bien, on vous fait clignoter ce petit voyant en bleu, et ça vous permet visuellement de très vite le retrouver. Et puis, bah, bien évidemment, ici, le voyant, n'importe quoi, le bouton marche-arrêt qu'on va trouver sur la façade. Je crois que je vous ai dit quand même beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on remette la façade ensemble. Et puis, je vais vous remettre le air buffer pour ne pas oublier, parce que ça serait quand même dommage. Si vous l'oubliez, vous cassez tout. Hein. Hop là, voilà. Alors, on va essayer de ne pas se rater. C'est vrai que sur le côté comme ça, c'est pas simple. Voilà, c'est fait. Il est mis. Je retourne donc le serveur en plusieurs temps. Parce que, encore une fois, les 21 kg sur la table, qui est très costaud, hein, je vais vous dire que cette table, elle ne risque rien. Néanmoins, voilà, c'est quand même un peu lourd. Donc, on le retrouve comme ceci. On va refixer, eh bien, tout simplement, le air buffle dedans. Vous allez voir que c'est enfantin. On pousse, hop, clac, clac, c'est fait. C'est refixé. On va lui remettre son petit capot, comme ceci. Hop! Et voilà, une nouvelle vidéo sur la chaîne de Carpe Diem IT Services et Télécom. J'espère qu'elle vous a plu parce que pour ma part, c'est pas si souvent qu'on peut voir des serveurs sur YouTube. Donc moi, j'étais très content de vous présenter et de vous animer cette vidéo parce que je me dis, voilà, moi qui déjà n'en trouve pas souvent, vous, peut-être, vous n'en trouvez jamais, ou en tout cas, pas des comme celle-ci. Là, au moins, vous trouvez une vidéo d'un joli serveur, parce que c'est un beau serveur d'entreprise quand même. Hein. On n'est pas du tout sur du petit modèle. Le ML350, on est quand même dans la classe moyenne, on va dire, des serveurs. Il y a toujours plus gros, toujours plus performant et plus grand. Mais là, on a quand même quelque chose de très sérieux pour votre entreprise, qui peut vous héberger votre contrôleur de domaine, qui peut vous héberger votre serveur de fichiers, votre serveur de gestion, votre serveur de messagerie si vous n'êtes pas encore passé à Office 365 ou à une autre solution, des serveurs de web par exemple, des serveurs de base de données, des serveurs de bureau à distance, des serveurs de logiciels de gestion, je crois que je vous l'ai déjà dit. Bref, vous avez encore plein d'usages qui peuvent se faire chez vous, dans votre entreprise, avec une maîtrise totale de votre informatique. C'est ainsi que va se terminer cette nouvelle vidéo. J'espère donc qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce en l'air. Si ce n'est pas le cas, bah, vous mettez rien. C'est aussi simple. Vous ne mettez rien. Et puis bah, voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis donc si elle vous a plu, vous pouvez aussi la partager. Vous pouvez vous abonner avant de partir. Vous pouvez nous laisser un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt, que ce soit pour une vidéo de ce type, une autre vidéo sur la sécurité, sur la sauvegarde, sur les logiciels, bref, on fait beaucoup de choses sur notre chaîne. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et à très bientôt.